Monsieur Perrin, comment ça va? Bah écoute, pas mal. Pas mal. Comment se passe ce congrès pour toi? Ouais, c'est assez chill aujourd'hui. J'ai pas de conférence aujourd'hui, donc je profite, je réseaute, comme on dit. À l'inverse de demain, non? À l'inverse de demain où une belle journée m'attend. Il va Vraie falloir que journée, je vraie journée. prenne du miel et de la tisane, je crois. Ok, ok. Est-ce que tu peux, du coup, rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter et nous dire, du coup, ce que tu fais, où est-ce que tu en es et comment ça se fait que tu te retrouves aujourd'hui au CIFEPCA, n'est-ce pas? C'est un gros retour parce que mon histoire avec CFK, ça a commencé en 2012 quand j'étais étudiant. Mais donc, comme ça signifie, moi je suis kiné depuis 2014 maintenant et j'ai eu une activité libérale au début, centrée en musculosquelettique et sur les rachalgies persistantes notamment. Et ensuite un peu à l'hôpital. Et pour faire simple, là depuis janvier, je suis formateur en formation initiale à temps plein. Donc mon activité clinique est anecdotique aujourd'hui puisque c'est 1 heure, 1 fois par mois. Oui, donc on a eu quand même une petite évolution qui a tendu petit à petit vers la pédagogie. Pour tout vous dire, on travaille ensemble dans le même institut de formation initiale, qui est notre poste principal à tous les deux. C'est vrai. Et voilà, hein, c'est très plaisant, n'est-ce pas, cette formation initiale. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené là aujourd'hui à être à ce congrès, du coup Qu'est-ce qui m'a amené? Bah, en fait, comme Habituellement, tu fais des congrès, hein. oui, c'est vrai que depuis, j'ai commencé, c'était quand? C'était au JFK en 2021, comme ça? Avant, non? En T'étais tant pas en qu'orateur? 2019? Ah oui, en tant qu'orateur, En peut-être tant pas. qu'orateur, je parle. Non, ouais. Si, non. Après, effectivement, moi, mon premier congrès, c'était probablement CFK 2012 et JFK 2013. Oh là Ouais, où là, j'étais oh, bénévole. l'ancien, quoi. Ouais, bah, ouais, ça se voit la coupe de cheveux. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Ça m'a Faites plein de beaucoup. congrès, vous n'allez pas beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Ça a beaucoup participé à faire évoluer ma pratique. Et donc, beaucoup, bah, comme beaucoup, j'ai soumis en fait des communications au CIFEPK. Deux. Il y en a une qui a été retenue assez vite, l'autre qui a été discutée et finalement acceptée. Entre-temps, m'ont proposé une troisième que j'ai accepté de faire. Et puis, 1 mois avant ça, il y a une personne, enfin, le secrétaire du CIFEPK m'a proposé de co-animer avec lui un groupe de réflexion sur la formation initiale. Sur la formation initiale, justement, j'espère que je pourrais m'y rendre. Bah écoute, Ça j'espère serait aussi. cool, ça serait cool. On verra ça. Rendez-vous demain matin. Demain matin pour la première conf, à quelle heure est ta première conf? Demain matin, c'est le groupe de réflexion formation Ah oui, c'est ça, initiale. c'est ça. Complètement, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du coup un peu rapidement des thèmes de tes conférences sur les 3 conférences, du coup les 2 que tu as pu proposer toi-même et celles qu'on t'a demandé de faire? Est-ce que tu peux nous dire rapidement Ouais. les thèmes? Ouais. Alors la première, elle s'appelle Les patients sont-ils des étudiants comme les autres? Qui est en gros un parallèle que j'ai fait entre les sciences de l'éducation et Voilà. les compétences que, en tant que clinicien, on doit avoir pour mener des actions d'éducation auprès des patients. Ouais. Et où en fait, je discute sur le fait que bah, les sciences d'éducation, c'est un moyen qui permet de monter en compétences par rapport à ça et qui est probablement au moins aussi bien que des stratégies de communication comme le M par exemple. Et du coup, c'est l'adaptation qu'on peut avoir, enfin, comment les sciences de l'éducation vont te servir en tant que clinicien finalement. C'est ça, c'est qu'en fait, on travaille beaucoup la thérapie manuelle, on travaille beaucoup comment on prescrit et on supervise les exercices, mais au final, les compétences éducatives, elles ne sont pas forcément travaillées, ou en tout cas, à minima, elles ne sont pas autant structurées autour de concepts, autour de notions, et ça, on le trouve en fait dans les sciences de l'éducation. Et là, ce que je propose, c'est d'aborder la clinique et les compétences éducatives en clinique par le prisme des sciences de l'éducation. C'est très cool ça. Bah ouais, c'est... Et est-ce que tu avais déjà travaillé sur le sujet là ou pas? Bah, Ou c'est un truc que tu as créé pour l'occasion? ah non, pour le coup, c'est vraiment un truc que j'ai créé pour l'occasion et qui est après je suis devenu brillant. Tu peux Moins allumer, brillant maintenant. allumer, mais il faut que tu peux baisser, c'est un peu la. En plus, ça va faire un reflet là. Je l'ai un peu lustré là ce matin. Et, en fait, pour répondre à ta question, c'est juste que c'est plutôt le fruit de mes réflexions et des parallèles. Pendant un temps dans ma pratique, en fait, j'étais à temps partiel formateur en formation initiale et clinicien. Et en fait, en même temps que je montais en compétences sur l'aspect pédagogique, et ben en fait, je faisais beaucoup de parallèles avec les patients et je me rendais compte que voilà. Et je me suis dit bah tiens, c'est marrant, j'ai pas l'impression que les terminologies qu'on utilisait en sciences d'éducation étaient utilisées en clinique. Et je me suis dit bah pourquoi? Oui, ok. Et surtout que ça peut vraiment avoir, comme tu disais, des compétences qui se partagent, ça peut vraiment avoir du sens de
on va dire, de les transférer d'un milieu de la pédagogie vers un autre milieu, quoi. C'est ça. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, quand tu regardes les cliniciens Plus qui bas. s'intéressent à développer des compétences autour de Plus bas. l'éducation, au sens large. Quoi? Le Ah. minimum? Je sais pas si on laisse comme ça ou pas. Au sens large, ils passent. Ouais, c'est ok. Hein. ouais. Est-ce que dans le chat, ceux qui regardent, est-ce que vous pouvez nous dire si avec la lumière c'est mieux ou sans la lumière c'est mieux? Dites-nous. Parce que là, on apparaît presque bronzé là. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis un peu moins. Ah, c'est pas mal. Allez, on va regarder comme ça. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus. On va. Si, ça y est, je disais. En fait, ce qui me dérangeait aussi, c'est que, et d'ailleurs, moi, ça a été mon parcours, c'est qu'en fait, pour monter en compétences dans le fait d'accompagner au niveau éducatif, les patients, je suis passé par l'entretien motivationnel, Oui. je suis passé par les TCC, Oui. mais ça, c'est des pratiques qui sont très spécifiques, en fait. Et les compétences éducationnelles au sens large, celles que tout un chacun, tous les kinés devraient avoir, et ben en fait, elles n'étaient pas forcément structurées et travaillées. Oui. Et ça, pour moi, les sciences d'éducation, c'était un moyen de le proposer. De structurer ça, quoi. Oui. Ok, très intéressant, très intéressant. On attend quoi comme type de présentation? C'est une présentation qui va être sur une heure C'est 1 heure, complètement. et un format un peu interactif ou comment? Alors, ça ne sera pas forcément très légèrement interactif. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre en parallèle un patient et un apprenant, donc un étudiant. Et on va voir comment est-ce que les concepts de sciences d'éducation et les mêmes appliqués aux deux, on les faire évoluer dans le même objectif, qui est principalement de modifier les comportements. Ok, je vois. Très intéressant. Ok, ta deuxième conférence alors? La deuxième que je fais, c'est alors celle-ci, elle est un peu conceptuelle. C'est une où je propose de remettre en question le triptyque qui est un peu ce qui est un peu l'étendard de la kiné et sur l'abord thérapeutique de la kiné, à savoir le triptyque thérapie manuelle, éducation et exercice. Et je propose de le remettre en question. Et ça, tu le fais avec moi. J'y participe un peu. Du coup, on peut peut-être en parler un petit peu plus longuement. Ouais. Ça sortira du coup sur YouTube après, donc on peut déjà peut-être dire des trucs pour spoiler Allez. ce qu'on va dire. Est-ce que tu peux nous dire, parce que tu es quand même à l'initiative de ce projet-là, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé à vouloir développer cette nouvelle nomenclature un peu? Alors, le point de départ, c'était quand dans les comptes rendus, je travaillais à l'hôpital, comme je le disais, Ouais. et par moment, c'était un travail assez particulier où j'étais, on va dire, un soin de 3e intention. Donc, les patients, ils avaient un long historique avant de nous voir, et du coup, j'avais accès à un dossier. Et des fois, dans le dossier, notamment des médecins, je voyais écrit kiné de point inefficace. Et ça, j'étais pas à l'aise avec cette façon Je ne suis pas à l'aise non plus. Hein. parce qu'en fait, j'avais l'impression que ça résumait la kiné à un traitement. Or, moi, je considérais que mon métier, kiné, c'est pas un traitement, c'est un métier. Et que dans mon métier, j'ai plusieurs options thérapeutiques. Que du coup, s'il y a écrit kiné inefficace, c'est-à-dire que toutes les options thérapeutiques ont été testées et n'ont pas fonctionné. Dans ce cas-là, c'est ces options qui sont pas efficaces, c'est pas la kiné en elle-même. Donc ça, c'est les premiers points. Et le deuxième point... Oui, donc ça part un peu de, on va dire, une réduction de certains professionnels de santé ou même de certains kinés, de tout ce qu'on peut faire à juste genre la kiné peut être inefficace en elle-même alors qu'on a peut-être pas tout essayé en kiné quoi. C'est ça. Voilà. Ouais, et du coup, la kiné a un traitement en fait. Oui, et moi dans ma pratique, je me retrouvais des fois assimilé où il y avait probablement un professionnel qui avait écrit kiné inefficace, alors qu'en face, en fait, le patient, qu'est-ce qu'il avait eu? Il avait eu du TENS et du massage pendant 2 ans. Et ça me sert. Non mais après pourquoi pas, hein, ça a des effets, le TENS et le massage, le sujet n'est pas là, mais est-ce que je peux affirmer que la kiné n'est pas efficace alors 2 ans de ça? Mais tester que ça quoi, ça va un peu vite en besogne quoi. Ça me paraît un peu réducteur. Ok. Du coup aujourd'hui dans la littérature, on va retrouver quoi comme classement justement du coup pour cette qui peut exister autour des traitements? Pas grand-chose en fait. C'est que quand on regarde la majorité des comparaisons, c'est toujours le même triptyque, hein, exercice, thérapie manuelle, éducation. Et le parallèle que moi je faisais, c'est que j'ai l'impression que si je compare un exercice à la thérapie manuelle, c'est un peu comme si si j'étais médecin et que je comparais une pommade à un suppositoire. Et au final, le traitement, c'est pas la pommade. Le traitement, c'est pas le suppositoire. Le traitement, c'est la molécule active qu'il y a dans ce médicament-là. Très intéressant. Et je me suis dit, mais les médicaments, ok, on peut probablement en trouver des classifications en fonction du mode d'administration, mais c'est pas ça qui fait son effet. En fait, ce qui fait son effet, c'est qu'est-ce qu'il induit dans l'organisme. Absolument. Et du coup,
comment, en fait, à partir de quand tu as commencé à te dire qu'il allait être important? Enfin, quelles ont été les étapes, toi, dans ton raisonnement, en partant justement de cette situation où on t'a dit que la kiné n'était pas efficace, pour arriver à un truc où tu t'es dit, OK, il faut que je retravaille, ou que je réfléchisse en tout cas, à un nouveau système, parce que ce système autour de thérapie manuelle, exercice et éducation, il me paraît pas adapté, tu vois. Qu'est-ce qui a été un peu le cheminement que tu as pu avoir? Alors, il y a probablement quelque chose qui était antérieur à tout ça. C'était que moi, quand j'étais étudiant, j'ai été formé à une approche beaucoup plus technique, dans le sens où, par exemple, je me rappelle très bien, la rééducation dans la LCA, c'était à telle période, telle technique. Et Oui. j'ai toujours été assez intellectuellement inconfortable avec cette approche-là, parce que moi, j'ai envie de dire, mais quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'organisme? C'est OK, on me dit tu fais ça, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai toujours ressenti le besoin de comprendre les actions qu'il y avait derrière, et j'étais en une sorte de tension interne qui était présente, en disant OK, j'ai une intervention, mais je ne sais pas concrètement qu'est-ce qui se passe. Oui. Et avec le temps, et moi, une meilleure aisance avec la littérature, en fait, je me suis rendu compte que une partie des données, on l'avait. En fait, aujourd'hui, quand on fait une mobilisation, on sait probablement pas tout ce qui se passe, mais on sait qu'il se passe des choses, et c'est assez étudié. Et là, Oui, on est capable d'expliquer en tout cas des traitements qu'on utilisait peut-être sans qu'on t'ait appris pourquoi ils marchaient, quoi. Entre ouais, guillemets. complètement. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, prenons un exemple tout simple. Si je fais de la muscu, je gagne du volume musculaire. Ça, c'est OK pour tout le monde. Ouais. Ce qui est moins OK pour tout le monde, c'est que quand je stimule mécaniquement une articulation, pareil, le tissu s'adapte. Ouais. Donc, en fait, on peut faire des ponts entre une interaction, un geste technique, et un effet physiologique interne au corps. Et hasard ou pas, quand la majorité en fait des traitements médicamenteux, si on file la comparaison, eh ben, ils sont classés par rapport aux effets qu'ils induisent. Vas-y. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, du coup, plutôt que classer nos actions, nos interventions en fonction du moyen qu'on applique sur le patient, est-ce qu'on ne pourrait pas classifier par rapport à l'effet que ça induit? Oui, oui, ok. Et du coup, c'était de partir sur un modèle comme le modèle un peu du médicament, Oui. avec une sélection, on va dire, de ton traitement par l'effet que tu veux obtenir, et non pas juste par la modalité qui est la thérapie manuelle, l'exercice ou l'éducation, quoi. Complètement. Et je pars du principe que je n'ai pas inventé l'eau chaude, dans le sens où je suis convaincu que l'extrême majorité des cliniciens, ils ont plus ou moins conscience de ça. Pas forcément de manière complètement transversale, mais je pense que tous les cliniciens ont intégré qu'ils ont plusieurs moyens pour obtenir le même effet, et qu'un même moyen induit plusieurs effets. Donc je pense qu'ils l'ont intégré. L'idée est plus de le structurer, ça, en fait. Et pourquoi pas de changer la manière de penser par rapport à ça. Ok. Et donc, est-ce que tu sais si dans d'autres pays, ça a déjà été fait, ça? En toute transparence, j'en ai aucune idée. Ok. Aucune idée. En tout cas, j'ai pas trouvé de choses qui évoquaient ça. Et en même temps, je pense que c'est compliqué à trouver, parce qu'en fait, les termes techniques, en fait, on parle de taxonomie. En fait, la manière dont on organise, on ordonne, Oui, ça s'appelle une taxonomie. choses. Et si je m'amuse à recouper ça avec d'autres informations, comme par exemple les effets par rapport aux moyens, on appelle ça une ontologie. Et ça, c'est des termes entre guillemets assez barbares et techniques, et les cliniciens, c'est pas leur problème, et je comprends. Donc du coup, c'est compliqué. En tout cas, j'ai pas réussi à trouver les données par rapport à ça. Oui, ok. Et on va dire que peut-être que ça existe sur des initiatives locales, genre dans de la formation, mais en tout cas, on n'est pas forcément conscient on va dire, de publication autour de cette taxonomie-là, quoi. Même, en fait, t'as raison, je vais reformuler. Je sais qu'il y a des gens, mais il y a peut-être isolés, qui ont structuré ça comme ça pour aborder les choses. Encore une fois, je suis pas le premier, à mon avis, à m'être posé la question des effets. Mais pour une raison que j'ignore, ça n'a pas peut-être dépassé des microcosmes. Et c'est un enjeu pour moi, ça. Parce que je pense que ça peut modifier à minima comment on apprend les choses, peut-être simplifier et limiter les tensions internes chez les apprenants, et pourquoi pas même modifier les prises de décision cliniques des gens qui vont penser comme ça. Du coup, j'allais y venir, c'est que il va y avoir probablement, en tout cas sur ce travail-là qui va être mis en place, plusieurs intérêts. On peut en citer au moins un, c'est un premier qui serait un intérêt pédagogique, c'est que pour l'enseignement et la formation des kinés en formation initiale, ça va structurer différemment un peu l'enseignement, et peut-être de manière plus logique, mais c'est peut-être pas plus logique, mais en tout cas, ça a l'air d'avoir du sens de structurer ton enseignement par les effets que tu veux obtenir. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Si, complètement. Ok. Genre, tu pourrais avoir toute une séquence de cours sur un effet qui pourrait être l'effet antalgique, et traiter du coup de tout ce qui pourrait amener à de l'effet antalgique, quoi. Exactement. Ok. Exactement.
est-ce que tu vois des effets, on va dire, plus directs sur la profession, tu vois, sur un kiné qui va lire cette taxonomie? Est-ce que ça va peut-être modifier des choses pour lui, tu penses? Euh, pour lui individuellement, bah, ça peut potentiellement effectivement moins l'enfermer dans des pratiques dogmatiques. Parce que si avant de me poser la question de quelle technique je vais faire, je me pose quel effet je veux avoir, tout de suite ça m'ouvre un horizon des possibles qui est pas le même. Oui, ok. C'est au lieu de te dire, je vais faire de la trappe manuelle qui est déjà un moyen et qui est du coup peut-être sans avoir réfléchi à l'effet, Ouais. c'est même donc ta première étape, ça va être de réfléchir à quel effet tu veux obtenir chez ton patient. En fait, dit comme ça paraît extrêmement logique. Hein. J'ai la sensation que peut-être des gens le font déjà. Ouais. Enfin, tu vois, genre sans le conscientiser, tu vois. Et déjà se disent, ok, bah, qu'est-ce que je veux faire avec ce patient-là et du coup, bah, je vais mettre en place ça, quoi. J'imagine. C'est juste que c'est peut-être pas écrit, quoi. Tu C'est vois. ça. Et surtout, ce qui n'est pas défini, c'est quel est l'éventail du possible. C'est-à-dire que l'antalgie, c'est un exemple, tous les professionnels y pensent, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais ce qui est important dans une taxonomie, c'est cette structuration-là. Ouais. Si en fait, si je sais c'est quoi l'éventail des effets que je peux avoir, bah en fait, je vais peut-être plus facilement aller chercher tel effet ou tel effet. Ça peut potentiellement aussi limiter un abord trop symptomatique. C'est-à-dire que j'ai une anomalie, j'agis dessus. Et ça peut favoriser la mise en lien. Entre guillemets. Et du coup, trouver comment je peux jouer sur l'ensemble de l'enchaînement symptomatique des patients avec une seule et unique intervention. Ok. Et parce que on parle là de tous les effets antalgiques qui existent, genre tous les effets, pardon, dont l'antalgie. Les effets qui existent, j'imagine que pour chaque effet, il y a probablement une multitude de moyens d'obtenir cet effet-là. Oui. Mais de la même manière, pour un moyen, il pourrait aussi avoir plusieurs effets. Je sais pas si je prends faire un squat, quoi. Globalement, ça pourrait avoir plein d'effets différents. Complètement, complètement. C'est que si on pousse loin, faire un squat, en fonction de comment c'est fait et s'il y a de la résistance ou pas, ça peut entraîner une adaptation tissulaire du muscle, de l'articulation, du système vasculaire, du nerf. Ça va aussi faire, ça va faire coulisser le nerf parce que c'est un mouvement dynamique. Ça va aussi entraîner de l'antalgie parce que ça peut stimuler notamment l'inhibition descendante. Enfin, il y a plein, en fait, ça a plein d'effets. Et donc du coup, on peut utiliser le squat pour faire plein de choses différentes. Oui, et c'est très intéressant de réfléchir dans le sens inverse parce que parfois ton patient il va te dire il va venir te voir en te disant bah, j'aimerais bien faire telle chose et souvent ça va être telle modalité, genre j'aimerais bien faire plutôt de l'exercice, j'aimerais bien plutôt qu'on me masse et du coup toi tu pourras relier ça à des effets après qui seront définis quoi. Complètement. Et en fait, à mon sens, si on structure comme ça peut éviter à des professionnels de s'enfermer dans une identité restreinte. C'est-à-dire que ça va éviter tel professionnel de dire moi je suis plutôt tarif manuel, moi je suis plutôt Oui, oui. hands-off. Oui, En oui. fait, ça pourrait potentiellement clore ce débat. En fait, arrêter du concours de qui a la meilleure technique, parce qu'en fait, le débat n'est plus sur la technique. Mais sur l'effet quoi. C'est ça, en fait, Comment choisir le bon effet pour la bonne personne quoi. en fait, choisir l'effet, c'est le taf du clinicien. Oui. Et après, choisir le moyen de faire cet effet-là, et en fait, c'est en discutant avec le patient, qu'est-ce que lui il préfère et qu'est-ce que la littérature montre de plus solide. Oui. Parce qu'il y a, on pourra après questionner effectivement à quel point est-ce que c'est solide que telle intervention a tel effet. Et après, on pourra aussi questionner quelle est la taille de l'effet induit en fonction du moyen utilisé. Et là du coup tu viens de décrire un peu l'idée que tu as derrière tout ça, c'est aussi pour chaque effet, pour chaque intervention du coup qui existerait en kiné, c'est de pouvoir avoir un peu un indice de qualité de cette intervention pour l'effet donné, avec du coup donc sur quel niveau de preuve, enfin, quel type de méthodologie de preuve on s'appuie pour on va dire pour donner l'efficacité de cet effet-là, de cette modalité-là. Donc quel niveau, à quel point la construction de ce niveau, genre si c'est une méta-analyse qui donne des informations sur le squat par exemple, Ouais. à quel point sont bien construites les méta-analyses qui en parlent. C'est ça la qualité. Ouais. Et le dernier niveau, ça serait est-ce qu'il y a des études qui ont parlé de la taille de l'effet, donc à quel point le squat va être utile, à combien le squat va être utile en fait. Exactement. Donc ce serait un indice en 3 niveaux quoi un peu. Ce serait l'idéal. Mais là, c'est un travail monumental et pour l'instant, même si c'est la direction que je veux prendre, j'en suis pas encore là. J'en suis que pour l'instant, on va dire, à identifier le meilleur niveau de preuve qu'on a pour un couple effet moyen. Ouais, parce que du coup, l'idée, c'est de mélanger ces deux taxonomies. Donc, la taxonomie des effets avec la taxonomie des moyens qui existent en kiné pour arriver à ce qu'un kiné, en gros, demain, il peut arriver, il dit, OK, moi, j'ai un livre, je veux tel effet. Voilà tous les moyens que j'ai pour obtenir cet effet-là. Voilà les niveaux de preuve pour tous ces moyens. Qu'est-ce qui, dans ma situation actuelle, avec ce patient-là, à ce moment-là, sera le mieux, quoi. C'est ça. En fait, c'est... Quelle dinguerie. Bah, Tu nous sauves la vie, en fait. Non, parce qu'en fait, le choix restera lié à la relation patient-soignant. Mais en tout cas, ça peut être un bon outil d'aide à la prise de décision.
Absolument, absolument. C'est Et, très intéressant. et à mon sens, en fait, encore une fois, c'est tous ce qu'on essaye de faire plus ou moins, mais l'idée, c'est de le rendre accessible. Oui, rendre accessible et conscientiser en fait. C'est ça. Et comme on disait, pour l'enseignement, ça va être d'une aide formidable probablement. Ça peut être beaucoup plus simple parce que, effectivement, ça peut permettre de se poser la question avant de quel traitement je vais mettre en place. Oui. Et puis et après, on peut discuter effectivement de quelle modalité j'ai. Et ça va simplifier, je pense, potentiellement les apprentissages parce que ce sera peut-être plus intuitif pour les apprenants. Ça me paraît effectivement une logique plus fluide, plus complète. Et important, ça va potentiellement aussi simplifier l'évaluation. Oui, c'est vrai ça. Et du coup, là, ce qui me vient en tête un peu, c'est est-ce que. Bon, j'ai un peu la réponse, mais je te la pose parce qu'on est comme ça. Mais est-ce que tu as déjà un peu travaillé du coup sur les différentes taxonomies? Du coup, les taxonomies, j'imagine, des faits recherchés. Je vois qu'il y a un petit peu plus de gens dans le chat. Est-ce que peut-être vous allez pouvoir rebondir là-dessus? Est-ce que globalement, là, tu as un peu une idée des effets globaux recherchés en kiné qui existent en musculo-squelettique, j'entends bien évidemment. Oui. Oui, en fait, alors idéalement, même si on voulait faire l'histoire de la réflexion, je voulais que ces taxonomies-là, ces effets, entre guillemets, ils soient identifiés pas par un pecno, c'est moi tout seul dans mon coin, mais par un panel d'experts, etc. Le problème, c'est que c'est une méthodologie qui est longue, qui est lourde, et même si ça reste un projet que j'ai, pour l'instant, je n'ai pas pu le lancer, oui, complètement. Ouais. Donc, lassé de ne pas réussir pour l'instant à lancer ce projet un peu long, je l'ai fait moi-même dans mon coin pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Ouais, grave. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, j'ai une proposition qui a pour principale limite que c'est moi tout seul qui l'ai fait. Oui, absolument, absolument. Et c'est une grande limite, donc c'est pas suffisant. Mais on va dire que c'est suffisant pour pouvoir en donner une conférence au CIFEPCA et potentiellement en discuter un peu, recueillir des avis, et peut-être être challengé aussi sur cette proposition. C'est ça. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous nommer là comme effet globalement auquel tu penses possible en kiné? Je pense, les principaux qui ont été identifiés, ça va être l'antalgie. Oui, alors, ça je pense que personne. Si à l'intérieur, il y a des sous-catégories. Oui. D'accord. Il y a 2 ou 3 sous-niveaux et un sous-sous-sous-niveau. Il y a l'adaptation tissulaire. On va dire que c'est les 2 catégories principales. Ouais. Où là, par tissu est pareil avec différents sous-niveaux en fonction du tissu visé et des propriétés visées. Et il y a également des modifications psycho-comportementales, par exemple, qui sont visées, ou ce que j'ai appelé des régulations systémiques. Ce que j'ai appelé régulation systémique, c'est tous les effets hormonaux, les effets anti-inflammatoires qu'on peut induire, par exemple, qui sont aussi des leviers importants et couramment utilisés. Mince. Et pareil, là aussi, en fait, la taxonomie, elle est complexe avec des sous-niveaux et des sous-sous-niveaux. Mais peut-être la question que tu allais me poser après. Vas-y, dis-moi. J'ai aussi fait une taxonomie des moyens. Oui, tout seul. C'est ce que j'allais te poser après. Et la taxonomie des thérapeutiques que je propose, qui est un peu une bêta de bêta probablement, elle reste moins complexe que les moyens, parce qu'en fait, si on prend tous les moyens, toutes les techniques, il y en a un millier en fait, non voilà. Mais même d'ailleurs, dans celle que j'ai fait, j'ai pas tout intégré. J'ai intégré les trucs les plus courants. Oui. Ok, intéressant. Et là, tu as réussi à faire ça en commençant un peu à mettre des niveaux de preuve ou pas? Oui. Donc en fait, le choix que j'ai fait, c'est que donc, on a un système de taxonomie avec des hiérarchies, avec des grandes catégories que j'ai citées là et des sous-catégories et des sous-sous-catégories. Et du coup, ce que je me suis imposé comme règle, c'est de chercher le meilleur niveau de preuve existant. Ça, c'est un principe de science. C'est-à-dire que si j'ai une méta-analyse qui dise blanc et 5 ECR qui disent rouge, on va suivre la méta-analyse. Donc, j'ai appliqué ce système-là. Et donc, du coup, j'ai identifié. Je l'ai fait principalement pour l'instant pour tout ce qui était antalgie et les sous-groupes derrière antalgie. Et aussi pour adaptation tissulaire et les sous-groupes derrière. Ok, très intéressant. Juste je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Peut-être vous pouvez bien évidemment réagir dans le chat. Hein. Merci d'ailleurs CJ pour le follow. Merci, ça fait très plaisir. Il y a Black Grinder aussi qui a follow juste avant. Donc si tu peux nous dire, on va dire globalement, quelle est la suite de ce projet-là? Qu'est-ce que tu veux donner comme énergie à ce projet-là? Comment tu veux que ça se concrétise en fait finalement après? Cette idée de double taxonomie entre les effets, les moyens, cette mise en lien entre les deux, voilà, comment ça va être mené? La première étape, c'est déjà réussir à le présenter ici, à voir comment c'est reçu, comment c'est perçu, à quel point ça résonne dans, on va dire, qui incarne la génération future des kinés, tout simplement.
parce que ça se trouve, au final, c'est une lubie personnelle et je suis juste un illuminé. Et voilà. Mais t'as réussi à convaincre, je peux spoiler un peu, mais des gens autour de toi quand même. Oui. Parce qu'on est deux à participer à cette présentation avec toi. On est au moins moi à avoir checké un peu cette taxonomie-là. Et quand on en discute un peu avec nos collègues proches, etc., on Ça fait sent, sens. ça fait un peu sens, quoi. Ouais. Ça fait Et moi, sens. j'irais même un peu plus loin, c'est que potentiellement, ça pourrait vraiment être game changer. Moi, aujourd'hui, dans mon poste principal tu vois, d'enseignant en formation initiale, en formateur en formation initiale, j'ai l'impression que ça peut être vraiment un truc qui va structurer différemment même la formation, quoi. Ça pourrait en tout cas, effectivement. J'essaye de me freiner. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, donc j'ai envie, j'y crois, etc. Mais je ne veux pas aller trop loin non plus par rapport à ça. Voilà, donc je veux voir comment c'est reçu, aussi parce que c'est conceptuel et ça touche aussi à l'identité de la kiné, donc c'est pas facile de discuter de ça. Après, effectivement, ça résonne chez les gens. J'ai réussi à convaincre le CIFEPK aussi, parce que au début, ils étaient pas forcément sûrs parce qu'ils avaient peur qu'on ait une approche trop dogmatique et trop comment dire, trop sûr de nous, trop rigide par rapport à ça, et que ils avaient peur qu'on arrive en balayant tout, quoi. Oui, c'est quand on se rend compte qu'on a déconstruit beaucoup de pseudo-spécificités dans nos interventions, et ils avaient peur que nous, au contraire, on arrive avec beaucoup de spécificités. Donc il a fallu expliquer la démarche. Il y a une question pour toi dans le chat. Est-ce que tu pourrais réexpliquer en quoi cette approche, en termes d'effet, ça casserait le débat hands-on, hands-off? Très bonne question, et je pense que ça mérite qu'on s'y attarde un peu. De fou. Merci beaucoup pour la question. En fait, la question de hands-on et hands-off, ça questionne de comment est-ce que j'interagis avec le patient. Voilà. Avec le hands-on, je peux induire de l'antalgie. Avec le hands-off, je peux induire de l'antalgie. Oui. Et en fait, si je choisis du off ou du on, ça ne doit pas être en fonction de la philosophie du thérapeute. Ça doit être en fonction de la taille d'effet que tu as induit par rapport à l'effet visé et des préférences du patient. Et oui, de l'environnement au moment où voilà. Ça. L'effet qui va être induit à ce moment précis de cette rencontre-là. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que l'essentiel, c'est pas de se dire comment je le fais. L'essentiel, c'est de dire quel effet je veux, et après, je vois comment je le fais. C'est comme si... En fait, ça serait pas mieux de faire du hands-off ou du hands-on maintenant. Ça serait pas... L'idée de ça, c'est de dire, si je réfléchis bien à mon effet, si je suis capable de bien sélectionner l'effet que je cherche avec mon patient, et ça, j'ai quand même une bonne confiance dans les kinés pour trouver qu'est-ce qui est important pour les patients, tu vois, enfin en termes d'effet voulu, quoi. Et ben après, moi, je peux piocher dans tout ce qui existe dans cet effet-là et choisir ce qui paraît le plus adapté dans la situation actuelle. Et ce qui veut dire dans la situation actuelle, c'est le meilleur niveau de preuve, ce que souhaite mon patient, ce que je peux mettre en place avec mon CAB, enfin avec mes moyens, quoi. Et du coup, il n'y aurait plus cette idée de combat entre hands-on et hands-off. Dans une situation, ce serait peut-être mieux le hands-on, dans une autre, le hands-off. C'est ça, en fait, l'optimal devient situationnel. Ouais. C'est plus un optimal absolu. C'est plus une opposition, en fait. Complètement. C'est juste un choix éclairé à prendre dans une situation. C'est ça. C'est comme, en tout cas, avoir ce débat-là aurait autant de sens que si les médecins avaient un débat, t'es plus Doliprane ou Dafalgan? Oui. Voilà. Tu veux de l'antidouleur, qu'est-ce que tu donnes, quoi? Ça dépend de la situation, ça dépend de. Là, c'est patient. Est-ce que tu le veux plutôt gélule, plutôt comprimé, plutôt suppositoire? Alors, il y a des différences. Hein. Par exemple, faire une perf, on sait que c'est plus rapidement efficace. Voilà. Oui. Mais ça a aussi des inconvénients. Il faut pouvoir le faire, etc. Donc en fait, ça serait. Suppositoire. Suppositoire a quelques inconvénients. Bah ouais, mais par contre, c'est plus rapide. C'est plus rapide, voilà. Tout à fait. Donc typiquement, si je veux être soulagé vite, autant prendre un suppo, clairement. Et ça, est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que ça paraît répondre un peu à l'interrogation? Et est-ce que ça te convainc surtout? C'est aussi ça l'idée, quoi. Tu nous diras. L'autre idée qu'on pourrait dire, c'est aussi que ça évite que le professionnel se mette dans une chapelle. En fait, ce qui ferait vraiment la différence entre hands-off et hands-on, ça va être par exemple la temporalité de l'effet. Si on reste sur l'antalgie, en fait, le hands-off, c'est pas un problème. Le hands-off, ça a un effet antalgique qui est démontré, il n'y a pas de débat. La principale limite, c'est du court terme. Hands-on. Pardon, hands-on, excuse-moi. C'est que c'est du court terme. Et le court terme, c'est pas un gros mot. Hein. Le paracétamol, c'est un effet antalgique de court terme aussi. Donc en fait, c'est pas une dépréciation, quoi. Complètement. Je pense que si vous aviez la grippe, par exemple, et que votre médecin généraliste, il vous disait bah non, je vous donne pas le paracétamol, que efficace à court terme, ça passe tout seul, vous allez en chier pendant une semaine, vous direz mon coco. C'est un peu le seum, quoi. Bah oui. Absolument. Voilà. Donc après, c'est un équilibre à trouver. Voilà. Et donc en fait, c'est déplacer la question là où elle est pertinente, à savoir l'effet visé et la temporalité par rapport à un patient donné dans une situation donnée. Ouais, c'est très intéressant en fait. C'est pour ça que je te dis que ça peut être game changer un peu dans la manière dont on va entreprendre même nos prises en charge, quoi. Moi, là où j'aimais un peu, enfin, comment dire, c'est où j'ai des craintes, c'est que ça demande
potentiellement cognitivement à plein de gens de changer vraiment leur manière de voir les choses, ce qui peut être très difficile, tu vois, pour des professionnels déjà installés qui travaillent depuis de nombreuses années. Tu vois, ça peut être un peu dur, en fait. Tu vois, tu peux être un peu rigide, quoi, ce genre de changement de paradigme, quoi. C'est sûr, ça demande de changer de logiciel. L'autre limite qu'on peut dire et qu'il faut assumer, c'est que c'est pas simple aujourd'hui d'avoir des données sur la taille des effets qui soient vraiment solides et fiables. Oui, bah oui. Ouais, surtout. C'est souvent ce qui manque sur plein de choses, quoi. Voilà, voilà. Mais quand tu dis que ça peut être game changer, moi je peux aller plus loin. Mon fantasme, ce serait que demain, on arrête de faire des études, des ECR, où on va comparer exercice et thérapie manuelle. Ah ouais, Mais bah en fait, oui. on va juste comparer stratégie antalgique, voilà, A, et une autre stratégie. astronomique B. Voilà. Mais en fait, ce qui est quand même. Ça, c'est un des problèmes de notre littérature. C'est difficile parfois de tirer beaucoup d'informations des grosses méta-analyses quand ils ont mis dedans, en thérapie manuelle par exemple, de l'étirement, du massage, et parfois tu as même parfois des trucs qui peuvent être un genre instrumental qui vont être intégrés à ça. Et c'est très difficile de dire parce que c'est déjà, ça paraît déjà tellement différent, tu vois, dans ce que tu mets en place. Que les résultats, et bah, d'ailleurs c'est souvent le cas, hein, quand tu regardes des grosses méta-analyses en kiné, souvent le résultat c'est trop d'hétérogénéité, difficile à interpréter, quoi. Il y a une autre question sur. Excellent. Ah, ok, je vais la lire du coup pour ceux qui seront sur YouTube et qui n'auront peut-être pas le chat en direct. Pourquoi cette approche est déjà présente en médecine pharmacologie et pas chez les kinés? Est-ce que ça va aussi avec la scientifisation de la profession? Une très bonne question, c'est très pertinent tout ça. Alors, ce que je vais partager là, c'est une opinion, pas factuelle, c'est ma compréhension de la situation et qui est très limitée. Je pense qu'on a une culture technique centrée qui est liée simplement à le statut et l'histoire paramédicale du métier. Ouais. Historiquement, on est une profession de délégation. Le médecin n'a pas le temps de faire ces techniques-là, donc il le délègue à ça. Et c'est vraiment centré sur la technique. Et là, en fait, ce qu'on propose, c'est une sorte d'émancipation de la technique. Et ce qui m'intéresse, c'est plus la technique, c'est l'effet visé. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais que c'était compliqué, que ça venait questionner l'identité de la profession. C'est que ça veut dire assumer le switcher et que l'essentiel n'est plus dans la technique. Oui. En fait, on n'est plus des techniciens en fait. Parce Voilà. qu'on va avoir des choix à faire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà intégré ça dans leur pratique potentiellement et dans leur vision de la kiné, mais pas tous, hein, clairement, et aussi pas forcément les autres professions, quoi. Complètement. Oui, c'est vrai que ce que tu dis est intéressant. Avant, où tu disais, en gros, c'est le médecin qui te dit quoi faire, et du coup, il va te dire quelle technique tu vas faire, et t'avais pas de réflexion. En fait, peut-être potentiellement, tu savais même pas pourquoi tu le faisais, quoi. C'est ça. À une époque, j'imagine. À une époque, en fait, les médecins prescrivaient de la kiné, ils prescrivaient des actes et on faisait les actes. Il y a eu une évolution, il y a eu un glissement professionnel avec une autonomisation dans la prise de décision dans la profession. Et donc, du coup, là, on peut être amené à trouver ces questions-là. Ouais. Simplement. Et pour la scientifisation, c'est aussi une réalité. C'est que globalement, on va dire, premier truc qui a changé, c'est la compréhension, on va dire, de la complexité de la douleur, qui a amené un changement de paradigme très fort de manière générale dans le monde médical, entre une vision qui était très biomécanique vers une vision qui était plutôt biopsychosociale, quoi, avec la prise en compte de l'environnement. Ça, déjà, ça te fait, on va dire, changer la position du kiné, en fait, quand tu passes. Oui, et en fait, on est passé, encore une fois, d'une profession au niveau licence, au niveau technicien. Et qu'est-ce qu'on demande à un technicien? C'est d'avoir une technique qui est reproductible, qui est fiable et qui peut faire de manière crédible, vers effectivement un statut intermédiaire avec le docteur, c'est-à-dire un niveau d'ingénieur. Et un ingénieur, il est capable, entre guillemets, de dépasser la technique pour la technique, mais de la repenser, de l'adapter, de la contextualiser, etc. De la complexifier, de la Exactement. mettre dans un environnement. C'est ce glissement-là, effectivement. En fait, il y a eu une montée en compétences très progressive de la profession. Et pour moi, ce glissement, cette modification de taxonomie pourrait incarner aussi ça. Ouais, complètement. Et ça colle aussi avec l'évolution de notre profession en termes scientifiques. Il y a le nombre d'articles écrits par an kiné est exponentiel. Le nombre de docteurs dans tous les pays en kiné est exponentiel. Même en France, maintenant, il y a une CNU, on va dire une catégorie offerte à la médecine de la réadaptation, à la réadaptation. Donc oui, je pense que la scientifisation de la profession participe à notre émancipation. Et s'émanciper, c'est aussi arrêter de penser en technique, mais plutôt penser en effet recherché. En tout cas, c'est une option. C'est une option proposée, quoi. Qui a le mérite d'être étudiée, je pense. Voilà. Et l'autre chose qu'on n'a pas forcément discuté là, est-ce que ça peut changer? C'est également notre capacité à communiquer. Notamment, je parle effectivement en interprofessionnel. Aujourd'hui, si vous allez voir un médecin, parce que ça reste eux la pierre angulaire du système de santé aujourd'hui. En France, voilà, c'est les principaux
principale profession avec laquelle on est amené à travailler, si vous le parlez de technique, ça lui parle pas. Ça lui parle pas, c'est pas dans son logiciel. Oui. Demain, si on peut parler effectivement par effet, ça c'est un langage qu'il connaîtra plus facilement. Absolument. Ça, c'est un langage qu'il Absolument. et donc du coup, l'hypothèse que j'aimais, qui ne sont que des hypothèses, c'est que ça peut effectivement modifier et potentiellement nous faire gagner en crédibilité. Alors attention, ça va créer aussi des tensions dans le système parce que Oui, il y a des médecins qui vont considérer qu'on sort de notre place, quoi. oui, complètement. Et puis parce que ça va venir questionner en fait l'omnipotence dans le système actuel de santé en France de la place du médecin. Mais ça, c'est comment dire, c'est pas notre problème. Le focus, c'est doit être sur la qualité des soins. Et demain, si ça permet de limiter le recours à des soins de faible valeur ajoutée, si ça permet d'augmenter la sécurité des soins, enfin, c'est le patient qui est gagnant et c'est le patient qui doit être la boussole des évolutions. Ouais. Très intéressant, très intéressant. Bon, bah, c'est cool, ça. Ouais. Pour ceux qui, je sais pas s'il y en a qui nous regardent qui sont aussi FEPCA, mais la conférence a lieu demain à 12h45, je crois. Non, c'est 13h50. 13h50, ok, voilà. 13h50. On vous a concocté en plus une petite présentation sympa. Vous pourrez, n'hésitez pas à poser du coup dans les commentaires aussi vos questions, aussi sur YouTube, on pourra y répondre, bien évidemment. Ouais. À nous contacter aussi sur les réseaux pour ça. Ouais, on est en live sur Twitch. Voilà. Ouais. Vous voulez passer un message? Ouais, bah voilà, on nous dit de dire que les kinés, c'est les meilleurs. Ouais. Là, en gros, on va être en live tout le week-end, nous, ici, sur le stand. Et on va accueillir des gens qui sont des speakers du congrès. Comme lui, qui va faire 4 conférences. Et là, le thème, on est en train de parler d'une de ces conférences qui est, on va dire, autour de la révision de la manière dont on classe nos traitements en kiné. Je propose d'arrêter de parler de thérapie manuelle, d'exercice et d'éducation. Peut-être de penser autrement. Voilà. On va... Demain. C'est on peut demain, pas spoiler. 13h50. 13h50. Elle s'appelle thérapie manuelle, exercice, éducation, une classification obsolète. Très sympa, très sympa. Venez, en plus, on a préparé, vraiment, ça va être très sympa. Ça va être chouette. Et du coup, si on pouvait aborder rapidement aussi ta dernière présentation avant qu'on c'est chouette celle-là. Et oui, je voulais pas la laisser à la trappe. Dis-moi ton. Ça, c'est une demande du CIFEPCA que je remercie d'ailleurs pour leur confiance. C'est une proposition qui montre d'ailleurs à quel point les étudiants et jeunes diplômés peuvent être matures. Ils m'ont demandé effectivement de faire une intervention qui traite de comment est-ce qu'on choisit sa formation continue. Et on se prend, on dit le gros challenge. Ok, oui. Et elle s'appelle Comment éviter les formations qui brillent fort mais qui éclairent peu. Ça, c'est quand même sympa. En gros, de notre expérience et de l'expérience de François, quand même, il y a aujourd'hui un marché de la formation en kiné qui est immense. Beaucoup de choix et pas que des bons choix. Et l'idée, ça va être d'accompagner donc des jeunes diplômés, enfin ou même n'importe qui, en fait, j'ai envie de dire un kiné n'importe lequel, et d'accompagner aussi les futurs diplômés à peut-être mieux choisir ou en tout cas d'avoir les capacités et les filtres pour mieux choisir. Est-ce que c'est un peu ça l'objectif? C'est un peu ça l'objectif. Alors, même si l'idée n'est pas d'être clivant, loin de là. Ouais. C'est un travail complexe pour pouvoir parler à tout le monde et pas. Ça sert à rien entre guillemets de cracher sur un organisme oui, ou sur une formation et que ça puisse puisse en bataille rangée parce qu'en plus ce serait faux. Il y a des qualités partout, il y a des défauts partout. Il y a un idéal théorique aujourd'hui si on suit les données de la science de l'éducation, mais cet idéal théorique c'est un idéal. Et donc du coup c'est de voir quelle posture intellectuelle adopter pour pouvoir s'assurer de faire le meilleur choix possible dans une situation donnée. En fait, si je transforme un peu, globalement, c'est développer l'esprit critique qu'on peut avoir sur la formation pour mieux la choisir. En fait. C'est ça. Et très intéressant. Ouais, durant cette formation, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai créé 3 formations fictives qui ont chacune des qualités et des défauts. Et le public va être amené à choisir, entre guillemets, sur la thématique que je leur propose. Et on va explorer ensemble, en fait, quel mécanisme de prise de décision ils ont mobilisé, quels biais ont potentiellement été mobilisés pour les faire choisir telle ou telle chose, et comment est-ce qu'ils peuvent limiter l'effet de ces biais sur leur prise de décision, et qu'au final, la décision qu'ils vont prendre pour eux-mêmes soit au final la plus adaptée aux besoins qu'ils auront identifiés. C'est quand même très intéressant de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, le marché est immense. On a aussi, je dois le dire, en étant... j'ai un gros biais, c'est que moi, j'ai un organisme de formation.
Et moi, je suis formateur en et t'es formateur en formation continue, donc on est tous les deux très biaisés. Mais tu vois, même en étant dans le milieu et dans les backstage et en intérieur, franchement, je dois dire que on a peu d'informations, tu vois. Moi, je suis un apprenant, je veux me former. Quand j'arrive sur une page internet, j'ai peu d'informations. Quand je veux avoir des infos sur des. Merci Nicolas Gauthier, je pense. Nico Gaut, j'imagine que c'est Nicolas Gauthier. Merci. Voilà, on a peu d'informations. Je suis pas complètement d'accord avec toi. Oh, On a de l'information, on en a. mais en fait, on n'a probablement pas celle qui serait la plus pertinente à avoir. Pour nous aider à choisir, c'est ça? Oui, complètement. Complètement. En fait, c'est ça. C'est que mine de rien, on a l'information, mais c'est peut-être pas celle qui est la plus discriminante, en fait. Oui. En fait, on va dire que globalement, un site, un organisme, il va fournir de l'information qui répond surtout à des standards de qualité qui sont donnés non pas pour aider les gens à choisir, mais plutôt pour obtenir des certifications, des financements ou des choses comme ça. Donc forcément, ça te biaise. Ça te biaise, oui. En fait, l'information donnée, elle est peut-être pas celle qui est nécessaire pour prendre la meilleure décision, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et l'autre chose qui est quand même présente aussi, c'est que, grosso modo, dans le monde de la science, les sciences de l'éducation, c'est un peu le parent pauvre. C'est un peu la petite thématique où tout le monde s'en va la race. Tout le monde, il pense que, ça c'est aussi très français, hein, que si on est expert dans un domaine, forcément on saura On est très bon pédagogue, ouais, on saura le donner. Et probablement que ça a aussi un peu infusé dans d'autres milieux, notamment peut-être celui de la formation continue. Et donc du coup, en fait, peut-être les sciences de l'éducation, c'est-à-dire grosso modo la forme, en fait, comment on amène ça, c'est pas forcément là-dessus qu'il y a le plus d'investissement. Et peut-être qu'il faudrait inverser la charge, parce que si demain, tous les apprenants, tous les gens qui demandent la formation continue sont exigeants là-dessus, en fait, l'offre va s'adapter. Ah oui, oui, absolument, absolument. C'est aussi, enfin, il faut le dire, l'offre, elle répond aussi à la demande, hein. Ah ouais, complètement. Là, on voit, je te donne un exemple aujourd'hui, il y a de plus en plus de. Alors, je vais répondre à Nicolas avant. Oui, il y aura un replay, tout ça sera mis sur YouTube et il y aura des extraits probablement sur Instagram. Donc voilà, ça sera sur YouTube. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse demande des kinés d'avoir de développer de l'activité déconventionnée on en a parlé sur la vidéo sur notre interview précédente avec Guillaume Rall, qui était très intéressant. Je vous inviterai aussi à le regarder sur YouTube. C'est une interview très intéressante. Donc, on parlait un peu de ces activités déconventionnées. Et du coup, ça commence à monter un peu dans les kinés. Et du coup, il y a des organismes qui commencent à créer des formations pour permettre ça. Donc là, on voit clairement le côté genre, il y a de la demande et du coup, de l'offre se crée. Et parfois, c'est l'offre qui va aussi créer la demande, mais ça va être un peu dépendant, quoi. Complètement. Ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal. Mais dans le milieu de la formation, ça bouge pas mal. Mais c'est kiné, encore timide. C'est encore timide aussi parce que le réel demande du temps, c'est un temps long. Et en fait, les formats dominants aujourd'hui, c'est là où c'est vicieux, c'est qu'ils sont optimaux pour développer le sentiment de compétence, c'est pas forcément la compétence réelle. Donc du coup, en fait, les gens sortent en étant globalement satisfaits, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont réellement compétents. Et qui vont vraiment changer beaucoup de choses dans leur comportement après, dans leur manière de travailler le lendemain, quoi. Oui, et après, il faut pas. Je suis pas en train de dire que les organismes de formation, c'est les méchants et ils font ça pour manipuler les foules et tirer du bise. C'est pas ça que je dis. Après, les organismes de formation sont pas forcément encouragés ni accompagnés à fournir entre guillemets ces informations-là et ces contenus sur un point de vue pédagogique pertinents et optimaux. C'est ça aussi. C'est qu'il n'y a pas d'encouragement. Tout comme on peut dire que les libéraux ne sont pas encouragés à faire du travail qualitatif d'un point de vue financier, et les organismes de formation ne sont pas forcément encouragés par les financeurs, FIFPL et DPC, à faire entre guillemets des contenus pédagogiquement pertinents. Absolument, absolument. Comme tu disais, la science de l'éducation et le parent pauvre en France, il n'y a pas de question. Il y a une question qui est très intéressante encore d'Essaïs. Est-ce qu'aujourd'hui la formation initiale en kiné, elle est inachevée et que du coup il est indispensable d'aller se former après pour être spécialisé ou pour bien maîtriser un domaine? Je vais te laisser aborder ça rapidement. Alors, il me semble déjà que la formation continue est une obligation. Yep. Donc déjà, même si on arrivait à ce que la formation initiale permette de développer une expertise dans toutes les thématiques, on a des gros tacos derrière nous. Il faudrait quand même, entre guillemets, répondre à cette obligation-là. Et ensuite, c'est une formation par an obligatoire, je crois. Il me semble que c'est pas passé une tous les 2 ans à cause des problèmes de financement. Ah, peut-être, t'as raison. Ou tous les 3 ans, je sais plus, il me semble. Ensuite, la formation initiale en kiné, c'est un starting pack. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'elle est inachevée. Sinon, ça voudrait dire qu'on met sur le terrain des gens pas compétents. Et ça, si je dis ça, l'ARS va me tomber dessus et a raison. Mais
Mais En tout cas, le référentiel est créé pour mettre des gens compétents sur le terrain. c'est ça. En fait, les référentiels est fait pour un starting pack. C'est qu'il y a de quoi commencer. D'accord? Mais commencer, par définition, ça ne veut pas dire terminer. Donc en fait, si je veux aller plus loin, eh ben, en fait, la formation continue sera un passage obligé, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, le plus gros déterminant 3 ans, ok, merci Nico. développement de compétences, en fait, c'est le temps. C'est le temps long qui est nécessaire pour être compétent. Donc, et 4 ans, c'est pas si long que ça. Enfin, 5 ans, si on Pour compte la voir première autant année. de choses, c'est sûr que c'est pas si Voilà, long ça. quand vous voyez la diversité des champs dans lesquels on doit amener à intervenir, c'est pas possible. Et je parle même pas du principe de réalité où c'est compliqué d'avoir des enseignants sur tous les champs. Voilà. Aujourd'hui, quel IFMK a les moyens, et je parle des moyens pas forcément financiers, mais ne serait-ce que humains, de former des étudiants à la réalisation périnéale. C'est très compliqué. Ouais, c'est disparate quoi. Voilà. Et je rejoins, en fait, on peut pas dire que c'est inachevé. Je pense que le référentiel, en tout cas, sur lequel normalement ils sont censés être construites toutes les formations en kiné, il est achevé, il y a pas de question. Il y a des choses à redire. Il est probablement en train d'être modifié, voilà. Mais il est achevé. La problématique, c'est que quand tu nous dis être spécialisé ou bien maîtriser un domaine, ça demande aussi de l'expérience. Ça demande d'avoir côtoyé aussi potentiellement des patients, de potentiellement avoir côtoyé des gens qui ont eux aussi déjà complété un mentor pour toi dans ce domaine-là. Donc oui, pour devenir expert, la formation initiale ne suffit pas. Mais de toute manière, c'est pas son objectif. Et puis, Enfin, c'est quoi un aujourd'hui, c'est expert pas son objectif. Oui, c'est quoi un expert? Il y Absolument. a, il y a beaucoup d'experts autoprogrammés. Oui. Et pas forcément de vrais experts. Hein, et je m'inclus complètement là-dedans. L'expertise reste quelque chose de très compliqué à définir. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà, donc c'est très, très compliqué à dire. Mais en tout cas, si je peux dire quelque chose, c'est que je pense que collectivement, il y a, les instituts de formation montent en niveau. Oui. Parce qu'il y a eu du renouvellement, des gens qui se sont intéressés aux sciences de l'éducation, qui commencent à s'insérer petit à petit dans beaucoup d'instituts, en tout cas autour de moi, c'est ce que je peux observer. Et du coup, je pense que collectivement, il y a une hausse du niveau en formation initiale. Et tant mieux, parce que je pense que c'était nécessaire. Si le référentiel est bien appliqué, il y a des choses très cool à faire. Voilà. Donc voilà. Et aujourd'hui, en tout cas, la vocation de la formation initiale, c'est pas de fournir des experts dans un domaine. Non. C'est plutôt d'avoir des gens qui sont compétents dans plein de choses. Si je fais le parallèle avec un sport, c'est peut-être le CrossFit. Le CrossFit qui veut que tu sois bon partout, mais pas expert de genre un truc. C'est un peu notre starter pack de la vie, quoi. De la vie de kiné. C'est la starter pack de la vie de kiné. Moi, je pense que voilà, la métaphore, enfin l'exemple du starting pack est vraiment important. C'est voilà, on a de quoi débuter avec ça. Exactement. Voilà, mais il faudra forcément se renflouer en chemin. Si on veut. Ah non, parce que c'est obligatoire. Non, dit, mais c'est obligatoire. c'est obligatoire, mais c'est pas obligatoire pour créer un business ou quoi. C'est parce que en fait, c'est pour éviter des gens qui s'enferment. Oui, c'est obligatoire Dans de des pratiques, s'actualiser. voilà. Voilà, Aujourd'hui, les études ont montré que, alors ça a été fait sur les étudiants en médecine, mais en gros, un jeune médecin qui vient d'être diplômé, au bout de 10 ans de pratique, tout ce qu'il a appris en formation initiale a changé. Ah ouais? Ouais. J'avais pas vu cette étude-là. Ouais. En 10 ans? En 10 ans. Bah, moi, c'est simple, je suis diplômé depuis même pas 10 ans. Et je pense que tout ce que j'ai appris en formation initiale en kiné a changé. Ah bah, je peux te dire que je refuse de dire là publiquement comment je travaillais au début de ma pratique. Ah. Je ne le dirai pas. Mais ne pas le dire, ça veut dire ce que ça veut dire en fait. Ça veut dire ce que ça veut dire, complètement. Ouais, putain, moi non plus en vrai. Donc non, en fait, ça veut dire quoi? C'est que même si j'ai à l'instant T la formation la plus à jour qui soit, elle va relativement rapidement devenir obsolète. Ouais, grave. Surtout notre profession qui est jeune et qui évolue à une vitesse monstre en ce moment. Déjà, et même si on allait plus loin, on se dirait, mais ok, ça évolue au bout de 10 ans, j'ai tout à refaire. Mais en fait, ça veut dire que l'obligation de formation, même une fois par an, ce qui n'est pas le cas. C'est tous les 3 ans, du coup, nous disait Oui, Nicolas. mais même si c'était une fois par an, c'est impossible c'est pour impossible. tout renouveler quand même. C'est-à-dire que même en faisant ça, entre guillemets, je ne serais pas à jour sur certaines choses. Moi, je vois, en étant formateur en formation continue, j'ai une veille du coup très active sur au moins un domaine. Mais déjà, juste avoir une veille très active sur un domaine, ça prend un temps c'est compliqué. Monstre. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait du choix de restreindre leur champ de pratique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi parce que les gens disaient c'est impossible d'être bon partout. D'être très bon le partout, choix que je fais, c'est de me restreindre sur une thématique. Je pense que c'est possible d'être bon partout, mais c'est impossible d'être expert partout, tu vois. Voilà. Mais le problème, c'est que ça se confronte à la réalité de terrain. C'est que actuellement, des cabinets de kiné spécialisés, comme moi j'ai pu avoir,
c'est un luxe de zone surdotée, quoi. Oui, C'est oui. ça que c'est possible à Oui. Paris. Mais si vous avez votre cabinet dans une ville de taille moyenne ou petite, loin d'une grande ville, mais en fait, les sollicitations que vous allez avoir, elles sont extrêmement diversifiées. Et si vous dites, ah non, non, moi je prends que du musculo-squelettique, bah, en fait, vous n'allez pas répondre à l'offre de soins. Ouais, de l'endroit, quoi, ça c'est Donc sûr. en fait, il y a des tensions, des injonctions contradictoires qui sont compliquées. On va prendre une dernière question du coup. Devons-nous attendre 1 ou 2 ans, voire plus après le diplôme pour exercer avec les armes de l'IFMK, pour se rendre compte des difficultés auxquelles on fait face? Et j'imagine du coup attendre 1 ou 2 ans avant de se former, en gros. Et est-ce qu'il est plus pertinent de faire quelques formations directes après le diplôme? Bah, c'est une très bonne question aussi. Je pense que, je sais pas si tu y réponds un peu, tu peux peut-être spoiler un peu déjà ta conf là-dessus. Oui, alors je ne réponds pas forcément à cette question précisément, mais j'ai des éléments de réponse par rapport à ça. Alors pareil, c'est une opinion que je partage, c'est pas des faits. Ce qui est capital, en fait, si ça je partage dans la conférence. Ce qui est capital en fait pour pouvoir tirer le maximum d'une formation, c'est qu'elle corresponde à un besoin clairement identifié. Et je suis intimement persuadé, et je ne suis pas le seul, que pour pouvoir identifier un besoin, c'est-à-dire un manque ou une difficulté, etc., il faut s'être confronté au réel. Ça veut dire que ça me paraît pas, c'est peu probable que ce soit une bonne décision de s'inscrire tout de suite dans une formation continue après le diplôme. Je pense que ça a beaucoup de sens d'expérimenter ce qu'on arrive à faire avec ce qu'on a, d'expérimenter là où on est à l'aise, là où on l'est moins, pour faire le focus le plus pertinent possible sur ce qui fera sens pour nous. Après, Donc, un an ou deux, ça peut être trop, ça peut être pas assez, en fonction des thématiques, en fonction des gens. mais juste, moi, je veux dédramatiser quand même, parce qu'il y en a peut-être qui s'inscrivent directement à des formations. Et ce que tu disais tout à l'heure en off, hein, on en parlait, c'est que c'est pas non plus. Enfin, comment dire? Même si vous choisissez une formation et que vous avez l'impression que ça correspond pas exactement à ce que vous attendiez, que ça répond pas exactement à vos attentes, ou vous choisissez une formation et dans 2-3 ans, vous vous dites, ah ouais, quand même, c'était pas top cette formation-là, bah, c'est pas grave en fait. Ouais, complètement. C'est pas grave parce que vous allez, même si ça ne te correspond pas, bah, vous allez identifier des choses et des manières dans lesquelles vous n'avez pas envie de travailler. Donc ça va aussi vous ouvrir peut-être l'esprit. Ça va vous forcer à développer votre esprit critique. Ça va aussi avoir plein d'avantages. Bon, le problème, c'est qu'on y passe du temps. On investit quand même du temps et du coup, on peut avoir, on va dire, un biais cognitif qui nous fout le seum un peu, quoi, d'avoir passé du temps et de l'argent sur une formation qui finalement va pas trop nous servir. Mais elle aura quand même à un moment donné son utilité, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça. En fait, des fois, Donc c'est pour ça que c'est pas très grave, quoi. expérimenter des choses qui nous plaisent pas, c'est aussi déjà apprendre. Oui. En fait. C'est déjà un énorme biais de confirmation Ouais. d'aller faire des formations que sur des trucs qu'on connaît déjà un peu. Avec un a priori positif, complètement. Et puis aussi, je sais pas ce que je voulais dire. Voilà, ça m'a échappé. Mais donc voilà, dans tous les cas, ça pour dire que oui, le conseil peut-être optimal, ça serait d'attendre un peu d'avoir de s'être confronté à la réalité pour choisir au mieux et d'avoir un choix qui est plus éclairé, on va dire. Ouais, en fait, probablement qu'en fait. Mais c'est pas très grave si ça. c'est pas le cas. C'est que probablement que les émotions sont pas forcément les meilleures conseillères. Ouais. Et que souvent, quand on fait un choix très rapidement, c'est sur de la perception, donc c'est souvent plus de l'émotion qu'autre chose. Et il faut essayer de confronter ça au réel. Oui, oui, absolument. Et, voilà. Tout à fait. Bon, écoutez, merci les amis. Je pense qu'on va s'arrêter. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on discute. François, ça va vite. Hein. Pas mal. En même temps, très intéressant. Donc, pour ceux qui sont présents au CIFEPCA, il y a plusieurs moments où vous allez pouvoir retrouver François demain sur plein de conférences qu'on a abordées. Pour ceux qui ne sont pas présents au CIFEPCA, vous allez pouvoir, déjà merci de nous avoir suivis, vous allez pouvoir retrouver toutes ces vidéos et ces échanges sur YouTube, n'est-ce pas? Oui, en sachant que moi, je vais probablement, si ça marche, Ah oui, enregistrer toutes mes conférences. Parfait. Et je pense que parfait. je les mettrai sur YouTube. Excellent, c'est un À très bon choix. minima, celle sur les formations. Et pour ceux qui sont là encore ce soir, n'hésitez pas demain, vous pouvez regarder sur notre Instagram, on a le programme qui est affiché. Demain, on a une grosse journée avec beaucoup d'invités de très bonne qualité. Pour vous spoiler un peu, on a Anthony Desmond, on a Antoine Froin, on a Flavio Bonnet, on a Tessadi, on a Céleste Rousseau. On a vraiment des gens très solides qui vont passer sur notre live. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Vous serez mis au courant du coup sur Instagram à chaque fois parce que si vous allez passer la journée avec nous dans votre lit et profiter des CIFEPCA avec nous depuis votre canapé ou votre lit, mais faites-le avec grand plaisir. Ça nous fera, beaucoup de plaisir de vous accueillir. Par contre, si vous voulez sélectionner vos moments, vous pouvez aussi en suivant notre page Insta et voir notre programme. Donc, merci à tous d'avoir été présents là sur notre live déjà. Je vous souhaite à tous aussi une très très belle soirée. Merci François. C'est très agréable de discuter avec toi. Et puis, merci de vos interactions et à demain du coup. Ciao les Jabbers. Bonne soirée.